Vous écoutez Le Livre d'or, un balado qui vise à commémorer la fondation du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. On y discute de son histoire, de ses réalisations, mais aussi de l'état actuel de la recherche en sciences humaines et de son avenir. Fondé en 1982 par les professeurs Richard Giguère et Jacques Michon, le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GRELQ, s'intéresse aux gens et aux métiers du livre, à la situation du marché du livre ancien et contemporain, aux usages du livre, aux archives éditoriales. Je suis Maxime Bolduc, doctorant et auxiliaire de recherche au GRELQ. Je suis Caroline Boivin, doctorante et auxiliaire de recherche au GRELQ. Une fois par mois, on vous invite à découvrir la signature d'individus qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution ou les réalisations d'un groupe de recherche quarantenaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous rencontrons Karine Vachon afin de parler de son parcours qui l'a mené d'une maîtrise au GRELQ jusqu'à travailler aujourd'hui dans le monde du livre. Karine Vachon est directrice générale de l'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, et de Québec Éditions depuis décembre 2020. Avant de prendre les rênes de l'ANEL, elle y a occupé pendant 10 ans les postes de directrice générale adjointe et de directrice à l'international, se consacrant principalement à l'exportation et au rayonnement international du livre d'ici. Elle est membre du conseil d'administration de la Banque de titres en langue française et de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles et membre de la table de concertation Livre Québec. Diplômée de la maîtrise en études françaises avec cheminement en histoire du livre et de l'édition de l'Université de Sherbrooke, elle a rédigé un mémoire portant sur l'émergence de nouvelles maisons d'édition littéraire au Québec entre 2000 et 2010, mémoire qu'elle a réalisé sous la direction de Marie-Pierre Luneau et de José Vincent. Elle détient également un baccalauréat en communication, rédaction et multimédia et une mineure en littérature comparée de l'Université de Montréal. Avant d'entrer dans le milieu du livre, elle a travaillé en communication et en relations médias au sein d'agences de publicité et de communication. Elle a également été chargée de cours au DESS en édition de 2016 à 2020 au campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke pour enseigner les marchés internationaux du livre. Donc, bonjour Karine, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Vous avez une expérience très diversifiée qui déborde largement le strict monde du livre. Donc, après vos débuts donc, dans le monde des communications, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'histoire du livre, puis à l'édition et tout ça? Bien, en fait, moi, j'ai toujours été passionnée de livres. Là. Je me souviens même de la première fois que je suis rentrée dans une bibliothèque à 4 ans. Là. C'était un univers que je découvrais. Puis, toute mon enfance, mon adolescence, j'appréciais beaucoup la littérature, les livres. Puis, je voulais devenir professeure de français. C'est ce que je disais toujours. Et une fois mon cégep terminé en arts et lettres, je me suis dit, ah non, je pense que c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire, finalement, l'enseignement et tout. Donc, j'ai décidé de poursuivre mes connaissances de la littérature en faisant juste une mineure en littérature comparée à l'Université de Montréal. J'ai grandement apprécié, mais après, j'avais envie peut-être d'un enseignement un peu plus concret, de faire un baccalauréat qui est vraiment ancré sur une pratique. Et puis, je me suis dit, bien, pourquoi pas la rédaction? Et puis, donc, de Montréal, j'ai déménagé à Sherbrooke pour faire le bac en communication, rédaction, multimédia. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai fait des stages, l'alternance stage-études avec l'Université de Sherbrooke. Puis, j'ai commencé à avoir des contrats ici et là en communication. Mais j'avais envie quand même du défi de mener une maîtrise universitaire en recherche. Et puis, ben, je suis revenue un peu à mes amours du livre et de la littérature. Puis, dans le cadre d'un séminaire de lecture, en fait, au baccalauréat. J'avais lu l'histoire de la lecture d'Alberto Manguel, puis je me disais, l'histoire de la lecture, l'histoire du livre, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis comme il y avait des programmes à l'Université de Sherbrooke en maîtrise sur l'histoire du livre, je me suis dit, voilà, c'est là que j'ai envie d'aller pour faire des études universitaires. Mais finalement, ça m'a ouvert la porte à l'édition, plus que finalement le monde de l'histoire du livre. Et puis, c'est ça, j'ai mené parallèlement des postes en communication tout en faisant la rédaction de mon mémoire. Donc, pendant votre maîtrise, vous avez été assistante de recherche donc, au GRELQ. En quoi le fait de faire partie de ce regroupement-là a-t-il marqué votre formation en recherche? Bien, en fait, au GRELQ, j'avais comme 2 chapeaux. J'avais celui d'assistante de recherche, mais j'avais aussi le chapeau de responsable du multimédia, puisque comme j'avais fait un baccalauréat en communication, rédaction multimédia, on m'a dit, est-ce que tu pourrais, gérer le site web, faire la numérisation de thèses, enregistrer les conférences? Puis, j'étais comme, ah oui, c'est formidable. Donc, tout ce que j'ai appris, finalement, en assistant à ces conférences-là du GRELQ, où je faisais l'enregistrement, puis après ça, je réécoutais pour voir si c'était bien. Les connaissances que j'en ai tirées, c'était vraiment intéressant. Puis, la numérisation
numérisation de vieilles thèses qui avaient été publiées là, longtemps et puis qu'on n'avait pas en version numérique m'a permis finalement de lire plein de documents de recherche très intéressants. Puis finalement, ben la recherche que je faisais, c'était de voir un peu l'univers du numérique là, dans le domaine du livre. Et puis bon, je trouvais ça très, très intéressant. Puis ben, on m'a donné des belles occasions aussi. Tu sais, j'avais organisé le colloque étudiant du GREL, que ça a été très, très intéressant comme expérience. Et puis, j'avais aussi co-dirigé le premier numéro de la revue Mémoire du livre. Et donc là, c'était une première expérience d'édition dans le domaine donc de la revue scientifique. Donc, tout ça a été finalement très enrichissant parce qu'il y avait la recherche, il y avait finalement les conférences, il y avait la connaissance, puis il y avait l'organisation aussi, qui allait devenir finalement ben, mon métier, là, de faire de l'organisation aussi. Donc, votre formation, elle est essentiellement donc hybride, donc puisqu'elle conjugue la communication et la littérature. Votre mémoire de maîtrise portait donc justement, vous venez de le dire, là, sur les stratégies de communication, de visibilité des maisons d'édition sur le web, sur les réseaux sociaux. Donc, selon vous, est-ce que l'image de marque ou les stratégies de communication sont trop souvent laissées dans l'angle mort de l'histoire du livre ou même des pratiques des éditeurs eux-mêmes? Bien, quand j'avais commencé mon mémoire, souvent je tombais sur des livres, des ouvrages là, sur la représentation de l'auteur. Puis c'est sur des théories comme celle-ci que je m'étais appuyée finalement pour faire mon mémoire parce que, bon, la représentation d'une maison d'édition, c'était la représentation de l'éditeur lui-même, mais aussi de l'entreprise comme telle. Puis bon, il y avait des stratégies qui pouvaient être semblables à la représentation de l'auteur aussi. Puis effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. On étudie peut-être davantage les stratégies de représentation, de promotion, de visibilité dans des programmes plus de communication, de marketing, moins dans des programmes de recherche ou sur l'histoire du livre. Mais c'est quelque chose qui se développe beaucoup aussi dans les maisons d'édition, cette idée-là de la représentation, de l'identité de la maison d'édition, aussi l'image de marque. Et je pense que ça va être amené à être des sujets de recherche éventuellement plus récurrents là, dans les programmes de recherche universitaire. Si vous deviez refaire aujourd'hui votre mémoire de maîtrise et étudier donc les stratégies des éditeurs, éditrices actuels, qu'est-ce qui aurait, selon vous, fondamentalement changé, donc si c'est le cas là, pour les maisons d'édition en 2022? Bien, étonnamment, là, ça fait pas si longtemps que ça, mais il y avait encore des maisons d'édition qui n'avaient pas de site web. Donc ça, c'était quand même étonnant, même à l'époque. Puis aujourd'hui, bien, ce serait comme impensable. Là. La plupart des maisons d'édition, il y a très, très peu de maisons d'édition qui n'ont pas de site web. Ou aussi, s'ils n'en ont pas, c'est parce que c'est un projet imminent. Puis la maison d'édition est encore jeune et ils n'ont pas encore eu le temps d'y mettre de l'énergie. Sinon, bien, il y avait quand même beaucoup d'actions sur les réseaux sociaux. Là, ça a commencé un peu avec Facebook. J'avais analysé Twitter aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans mon mémoire, je voyais ça pas nécessairement de l'angle de la promotion, mais de l'angle du réseautage. Donc, les réseaux, parce que quand on pense à l'Internet, on pense à la toile, on pense en termes de réseau. Puis, la façon que les éditeurs utilisaient, par exemple, Twitter, c'était pas nécessairement juste pour valoriser, promouvoir leur catalogue et leurs auteurs, mais pour s'inscrire en lien aussi avec d'autres acteurs de l'écosystème du livre, avec d'autres éditeurs. Donc, je voyais, tu sais, au sein des jeunes maisons d'édition, une volonté de créer des échanges, du réseautage et tout ça, de partager aussi une fierté d'œuvrer dans un domaine précis, chose que je vois encore là, au sein de l'ANEL en ce moment, là, ce réseautage-là. Puis aujourd'hui, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, Twitter a peut-être été un peu plus délaissé par les éditeurs, mais en fait, je suis pas vraiment sur Twitter maintenant, fait que je peux pas vraiment le dire, mais j'ai l'impression que ça participe pas nécessairement à une stratégie de réseaux sociaux chez les maisons d'édition. Et quand ils utilisent, Facebook, Instagram, même TikTok maintenant, c'est plus dans une optique de push, là, de pousser de l'information, de valoriser d'une certaine façon. Des fois, il va y avoir, des commentaires d'une maison d'édition à une autre, là, à la suite de certaines publications, mais c'est moins le réseau, c'est plus la promotion, puis c'est plus... et ça, c'est, bon... Ça serait analysé de façon différente, je pense, dans mon mémoire. Après votre maîtrise, vous avez travaillé comme directrice à l'international pour Québec Éditions, un comité de l'Association nationale des éditeurs de livres, mieux connu sous le nom de l'ANEL. Comment votre expérience en recherche et votre expertise en stratégie promotionnelle éditoriale ont-elles contribué à votre travail, selon vous?
J'ai adoré là, travailler et faire ce poste-là. En fait, je suis rentrée, juste pour faire la petite histoire, là, j'étais en train de rédiger mon mémoire de maîtrise. Là, j'étais au début de ma rédaction, puis je cherchais un emploi qui n'était pas trop demandant en termes de temps. Puis c'était un poste là, d'adjointe à l'édition, d'adjointe en fait, je recommence. C'était un poste d'adjointe pour Québec Édition au sein de l'ANEL. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu le poste. Là. Et puis, je suis arrivée avec mes connaissances, en fait, du milieu de l'édition. Pour l'ANEL, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui était en train de faire des études dans le domaine, qui connaissait les maisons d'édition, qui était capable de les nommer, qui connaissait les enjeux aussi que pouvaient vivre ces maisons d'édition-là, parce qu'on les avait quand même bien étudiés aussi dans le cadre de la maîtrise, même si c'était une maîtrise plus recherche et moins pratique. Et puis, dans le cadre de mon mémoire, j'étudiais quand même le développement stratégique là, à travers les réseaux sociaux. Puis là, en travaillant à Québec Édition, j'ai vraiment pu voir quelles stratégies concrètes à ce moment-là les éditeurs développaient pour de l'exportation. Et puis, c'est ça, rapidement, j'ai été nommée directrice par intérim au début parce que la directrice de l'époque est partie. Puis là, j'ai pu vraiment là, développer des nouveaux projets. Puis cet aspect-là de la stratégie, du développement stratégique, de comment une maison d'édition essaie d'exporter ce titre à l'international en misant sur l'identité de sa maison d'édition, la force de son catalogue, l'unicité, en fait, d'une approche d'un créneau éditorial. Mais ça, c'est des choses que j'ai pu avoir appris, étudié, analysé dans le cadre de certains travaux universitaires que j'ai pu faire. Et puis, c'est ça, j'ai eu la chance aussi d'avoir Josée Vincent comme co-directrice de mon mémoire et aussi enseignante. Et elle avait publié un livre tellement intéressant sur les tribulations du livre québécois en Nouvelle-France que j'ai lu et relu parce que je trouvais ça tellement enrichissant, cette histoire-là de l'exportation du livre à l'international et ce qui en était aujourd'hui. Donc, elle a vraiment fait état de réussite, échec là, de plusieurs stratégies, autant canadiennes que québécoises. Et puis, je pense que tout ça a forgé finalement ce qui est devenu aujourd'hui l'exportation du livre québécois, ce qu'en font des organismes comme Québec Édition, comme Livre Canada Books, mais ce qu'en font les éditeurs individuellement aussi. Donc, voilà. On a parlé de l'international, mais dans le cadre de vos fonctions à l'ANEL, vous avez beaucoup voyagé justement, en particulier afin de participer à de nombreuses foires, salons internationaux. Vous avez donc une perspective très large sur le commerce du livre. Quels défis rencontrent les éditeurs québécois quand ils veulent faire la promotion de leurs livres sur la scène internationale? On peut constater aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de maisons d'édition qui exportent à l'international, puis ils le font vraiment de différentes façons. Donc, il y a l'exportation directe où vraiment on exporte les livres dans la même langue, en fait, sur un territoire idéalement de langue française ou francophile, du moins. Il y a la cession de droit, il y a la coédition. Donc, c'est sûr que les éditeurs vont être confrontés à différents enjeux dépendant de la stratégie qu'ils choisissent, mais on voit quand même que beaucoup d'éditeurs, de plus en plus, là, qui ont vraiment des stratégies d'exportation maintenant sur le marché français, qui est vraiment un marché de grande importance, prioritaire pour plusieurs éditeurs. Puis, souvent, ils sont confrontés, quand ils veulent exporter en France, au fait qu'il y a déjà une production très foisonnante sur le marché français. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de nouvelles maisons d'édition qui arrivent avec des nouveaux titres. Ils en ont déjà beaucoup. On parle même souvent de surproduction là, dans le domaine du livre. Là, ça touche tous les marchés, la France comme le Québec et tout ça. C'est juste qu'on a plus de livres que le marché peut en absorber, mais il n'y a jamais trop de livres quand même. Et les éditeurs, ils arrivent donc sur un territoire qui est déjà foisonnant, puis ils apportent finalement des nouveaux titres, des nouveaux auteurs, mais ils doivent réussir à se faire connaître et à être lus et à être présents aussi dans les librairies. Comment on est présent dans les librairies? C'est souvent en signant une entente avec un diffuseur, distributeur sur place. Il y a même des petites maisons d'édition françaises qui arrivent difficilement à trouver des partenaires de diffusion sur place. Donc, comment un éditeur de l'étranger arrive à le faire? Il faut vraiment qu'ils développent leur réseau, qu'ils arrivent à faire confiance en des partenaires sur place. Puis ça, c'est vraiment des enjeux importants. Puis s'ils arrivent à le faire, au fil des ans, ils ont découvert, les éditeurs, qu'ils n'avaient pas toujours à jouer la carte du Québec. Ils se présentent d'abord comme une maison d'édition ayant un catalogue intéressant, ayant quelque chose à offrir.
mais ils doivent aussi réussir à rentrer dans un nouveau calendrier aussi, parce qu'en France, par exemple, les livres sont mis en marche. Bien, le travail de mise en marché du livre se fait beaucoup plus en amont. Donc, il faut envoyer ses argumentaires beaucoup plus en avance, s'assurer que l'impression des livres se fasse beaucoup plus en avance. Donc, du moment où on a une stratégie nationale et internationale qui suit 2 calendriers différents, ça demande des enjeux, ça demande du travail très important en matière de ressources humaines à l'interne. Donc ça, c'est un des exemples. Après ça, quand on veut faire de la traduction à l'international, bien là, c'est de la cession de droits, c'est de la coédition. Puis là, bien, on est confronté à toutes sortes de productions internationales, toutes sortes de marchés qui arrivent des fois avec des arguments très, très forts pour défendre leur titre. Par exemple, chez nous, un best-seller, ça n'a rien à voir avec un best-seller en Allemagne, par exemple, où le marché du livre est très, très grand. Donc finalement, les arguments qui démontrent qu'un livre est intéressant, bien, il y a évidemment la qualité de l'ouvrage, mais aussi d'autres arguments comme les prix littéraires, les ventes et tout ça. Puis là, bien, les éditeurs, ils se trouvent être un peu des petits joueurs finalement sur la scène internationale, mais ils arrivent quand même à faire leur place. Et puis il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui sont traduits en différentes langues à l'international, puis c'est très, très beau à voir. Vous avez été chargé de cours pour le programme en édition à Longueuil. Vous avez enseigné à quelques reprises, notamment le cours sur les marchés internationaux du livre. De quelle façon votre expérience professionnelle nourrit votre pratique d'enseignement? Bien, c'est sûr que ce cours-là, c'est un cours qui est assez appliqué quand même. Donc, j'essayais de démontrer aux étudiants comment les éditeurs font de l'exportation à l'international. Donc, c'était vraiment principalement de comprendre les 3 principales stratégies, donc la cession de droit, l'exportation directe, la coédition. On s'intéressait à différents marchés aussi. Donc, vraiment, c'est de voir qu'est-ce qu'à Québec Édition, j'organisais, là, quand j'étais à la direction des salons des foires, comme activité, pour répondre, dans le fond, aux besoins des éditeurs, puis pour appuyer leur stratégie d'exportation. Donc, tout ce qu'on essayait d'organiser à Québec Édition, c'était vraiment en fonction de ce que les éditeurs avaient besoin pour mieux exporter. Donc, c'est sûr que ça m'a amené à comprendre un peu plus les stratégies des éditeurs, à savoir comment ils font leur travail, à me glisser un peu dans leur pratique aussi, puis de comprendre tout ça. Et après ça, bien, c'est ce que j'essayais de transmettre comme information aux étudiants. Donc, ça, c'est sûr que d'un point de vue de la pratique, j'ai aussi accueilli des éditeurs dans le cadre du cours qui venaient partager aussi des expériences qu'ils avaient vécues, des réussites, des échecs. Mais d'un autre côté, j'essayais quand même de faire en sorte que le cours soit très enrichissant d'un point de vue de connaissances aussi sur l'exportation culturelle au sens large et sur les enjeux internationaux qui sont, par exemple, liés au traité de libre-échange aussi, donc d'amener une réflexion plus théorique. Donc, autant les lectures personnelles que j'ai pu faire, l'enrichissement, que ma pratique et ma connaissance des éditeurs ont pu, je pense, enrichir ce cours-là, qui a formé des étudiants qui ont développé un intérêt pour ça, puis qui en font un petit peu aujourd'hui au sein des maisons d'édition, là, en étant au sein d'un travail, soit commercial ou de promotion. Vous avez ensuite été directrice générale adjointe de l'ANEL, puis vous en êtes maintenant la directrice générale depuis 2020. Comment décririez-vous le mandat de l'ANEL en général et votre rôle au sein de l'association en particulier? L'ANEL, en fait, rassemble aujourd'hui plus de 110 maisons d'édition, surtout du Québec, mais aussi ailleurs au Canada. Puis elle a vraiment une mission de soutenir la croissance de l'édition puis de l'industrie du livre au Québec comme à l'international, mais de représenter aussi les intérêts des membres. Donc, on fait de la représentation politique. On fait auprès des différents paliers gouvernementaux. On fait aussi, finalement, des représentations auprès des divers organismes subventionnaires. On collabore finalement avec différents partenaires de la chaîne du livre aussi sur différents enjeux. On va faire des activités de promotion du livre et de la lecture et de la formation puis de l'accompagnement des éditeurs. On les accompagne sur des dossiers qui sont aussi des dossiers d'actualité ou des enjeux précis. En ce moment, on travaille, par exemple, à les soutenir en termes d'accessibilité des titres. Et bien, il y a tous les dossiers politiques, par exemple, en ce moment, la question du droit d'auteur qui est très, très importante. Ça fait plusieurs années, en fait, depuis le changement en 2012 de la loi sur le droit d'auteur au fédéral. On demande à ce que le gouvernement vienne enlever les différentes exceptions qui créent des abus et de l'utilisation non équitable d'œuvres, par exemple, dans le cadre de l'enseignement. Et puis, on veut vraiment que le gouvernement vienne colmater les brèches puis modifier la loi. On sent en ce moment une certaine ouverture
mesure là, du gouvernement fédéral de modifier la loi sur le droit d'auteur en justement revoyant les exceptions pédagogiques. Donc, on souhaite que ce dossier-là puisse avancer rapidement parce que ça a eu des effets très néfastes du côté du Canada anglais et on voudrait pas que ces effets-là viennent finalement toucher le marché francophone canadien et québécois. Et puis, c'est ça, je pourrais en parler plus longuement peut-être à la dernière question. Là, j'avais prévu en parler, mais sur la scène provinciale, il y a le dossier du statut de l'artiste aussi qui nous occupe beaucoup. Mais aussi, on fait des représentations, par exemple, pour le crédit d'impôt, avoir un crédit d'impôt qui est mieux adapté pour l'édition. Et puis, bon, quand il y a différentes consultations, l'ANEL est toujours très active. Elle fait des représentations en collaboration avec d'autres associations, mais indépendamment aussi. Et puis, mon rôle à l'association, c'est de faire cette représentation pour l'ANEL, mais aussi de gérer l'ensemble de l'organisme et de voir à ce que les actions et activités de l'ANEL répondent vraiment aux besoins des membres et à la mission que les membres se sont donnés pour leur association. Donc, on le voit avec votre réponse, là, l'ANEL, c'est une association qui est vraiment proactive, qui va de l'avant avec des dossiers, là, notamment donc la promotion du livre, l'innovation, mais aussi des enjeux comme la diversité culturelle ou l'appui pour un milieu de l'édition, donc sans violence sexuelle. Quels sont les sujets qui vous animent là, particulièrement? Je vous dirais que je suis rentrée à la direction générale de l'ANEL il y a 1 an et demi, puis c'était au cœur là, du mouvement MeToo. Donc, ça a été assez confrontant quand même que finalement cet enjeu-là qui secouait le secteur du livre, mais comme le secteur culturel au sens large, donc les dénonciations de harcèlement dans différents secteurs et la volonté des artistes, des auteurs et des différents agents de l'écosystème de voir finalement le milieu s'assainir et de prendre action finalement pour la prévention du harcèlement. Ça mettait quand même une pression assez importante là, sur une association comme l'ANEL. Et puis, ça a été quand même assez demandant et confrontant parce que c'est pas des enjeux auxquels j'avais été nécessairement confrontée dans ma vie. Donc, j'ai pas une formation sociale nécessairement, une formation en communication et en histoire du livre. Mais on s'est vraiment réunis. On a formé un comité d'éditrices. En fait, c'est vraiment des éditrices qui ont voulu former un comité d'échange où on s'est vraiment penché sur ces questions-là et on essaie de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire finalement pour accompagner nos membres et les sensibiliser finalement pour qu'on travaille tout le monde ensemble à avoir vraiment un milieu de l'édition sain et exempt de harcèlement. Et on a fait plein de choses. On est allé chercher des ressources externes pour faire de la formation, de l'accompagnement, de s'assurer que les maisons d'édition aient vraiment des politiques de prévention du harcèlement, de faire des activités d'échange aussi pour échanger sur différents sujets plus sensibles aussi. Et je pense que, plusieurs membres ont réussi à trouver des solutions, puis à être à l'écoute aussi des victimes, tu sais, pour faire des changements en ayant à cœur, finalement, qu'il n'y en ait plus, tu sais, de victimes de harcèlement dans notre secteur. Donc, j'ai développé finalement cette sensibilité-là là, à cet enjeu très précis. Puis, je sens que les membres souhaitent que l'ANEL continue sur la durée d'être sensible à ces questions-là et à être un acteur de changement dans le milieu. La question de la diversité culturelle aussi, c'est un enjeu qui est plus récent au sein de l'association. Les membres ont souhaité il y a 1 an que l'ANEL se dote d'un comité spécial sur la diversité culturelle. Mais je trouvais que c'était une idée vraiment très, très intéressante. Puis sur ce comité, on réfléchit à des axes, en fait 2 axes principaux, en fait, de faire en sorte qu'il se publie plus d'œuvres d'auteurs de la diversité au sein des catalogues des maisons d'édition et aussi de faire en sorte que les éditeurs accueillent comme employés davantage aussi de gens de la diversité. Parce que souvent, quand on regarde le secteur du livre, on a tendance à dire que c'est un milieu assez blanc quand même, peu de gens de la diversité. Mais il y a vraiment une volonté de s'ouvrir finalement à cette diversité-là. Et on essaie de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut le faire, de quelle façon est-ce qu'on s'ouvre sans commettre des maladresses et en le faisant finalement de la façon la plus bienveillante qui soit. Et j'ai eu la chance de travailler sur ce comité-là avec des éditeurs de plusieurs maisons d'édition. Puis c'est René Saint-Éloi qui préside ce comité-là. Et René, c'est le premier éditeur que j'ai rencontré parce que mon premier travail de maîtrise, ça avait été sur la maison d'édition Mémoire d'Encrier, qui était alors toute récente. Moi, j'avais travaillé aux communications dans un organisme qui s'appelle Chafric, qui était
situé à Verdun, qui faisait finalement des différentes activités de sensibilisation pour les gens d'origine africaine, puis pour les sensibiliser finalement à l'entrepreneuriat comme façon de se trouver un emploi aussi, alors qu'il y avait de la difficulté finalement pour les gens de la diversité à se trouver des emplois parfois. Donc, quand j'ai eu mon premier travail universitaire à faire dans le cadre d'un séminaire, on devait parler d'une maison d'édition, ben j'ai été très sensible à la mission de Mémoire d'Encrier, qui était finalement de favoriser cette diversité-là culturelle au sein d'une maison d'édition, d'un catalogue. Et aujourd'hui, ben Mémoire d'Encrier a inspiré plusieurs maisons d'édition qui souhaitent aussi, pas devenir des Mémoires d'Encrier, mais au sein de leur catalogue, accueillir plus d'auteurs de la diversité. Puis c'est intéressant de pouvoir faire ça au sein de l'association. En terminant, peut-être, qu'entrevoyez-vous pour l'avenir là, de l'association, pour l'avenir de l'ANEL? L'ANEL a beaucoup évolué. Moi, ça fait 12 ans là, que je suis au sein de l'ANEL en ce moment. Là, j'ai commencé, comme je disais, comme adjointe. J'ai été directrice à l'international. Je suis directrice générale maintenant. Il y a une nouvelle génération d'éditeurs qui est arrivée aussi, qui s'implique grandement au sein du conseil d'administration, au sein des différents comités de l'ANEL, qui viennent donner une nouvelle couleur aussi. Puis on voit finalement une association qui grandit, qui évolue. Puis il y a beaucoup de fraternité, finalement, d'échanges entre les éditeurs. Les gens s'entraident, partagent aussi des connaissances, des réalités, des inquiétudes. Et ça, je vois ça évoluer au sein de l'association. Mais on se parle aujourd'hui, puis on a annoncé, là, 1 heure ou 2, là, l'adoption du projet de loi 35 là, sur le statut de l'artiste au Québec. Et puis, pour certains éditeurs, cette nouvelle loi-là, en fait, c'est cette loi qui rend le statut de l'artiste une loi unique. Avant, il y avait 2 lois. Donc, la loi qui reliait les artistes et les producteurs de différents secteurs et une autre loi qui reliait les artistes et les diffuseurs d'autres secteurs, dont la littérature. Maintenant, c'est une seule loi et ça amène finalement des changements, un changement de paradigme pour les éditeurs parce que parmi les changements qu'il y a dans cette loi unique maintenant, c'est que les associations d'artistes, en fait l'association la plus reconnue du domaine de la littérature, a la possibilité de négocier des ententes collectives avec, soit les éditeurs individuellement ou avec une association donc, qui serait réceptive à faire des ententes collectives. Donc, ça amène tout un lot de réflexion pour les éditeurs aussi parce qu'on propose une dynamique qui est celle de syndicale, donc de lier une partie patronale avec une partie syndicale employée. Puis, de façon générale, les éditeurs ne se voient pas comme une partie patronale. Ils se voient comme des partenaires de leurs auteurs dans la publication, la création d'une œuvre, d'un livre. Mais il y a certains éditeurs qui sont très, très ouverts à cette idée-là d'avoir des ententes cadres pour avoir finalement des conditions minimales pour l'ensemble des auteurs et puis ils pensent que ça peut améliorer finalement les conditions offertes aux auteurs, mais aussi la structure du marché du livre. D'autres éditeurs qui voient certaines inquiétudes parce que finalement, ils ont des relations déjà très saines avec leurs auteurs. On signe des contrats de gré à gré, puis ils ne voient pas nécessairement la nécessité d'avoir un encadrement plus grand. Mais donc, ça reste à voir comment cette nouvelle loi-là va venir modifier un peu, moyennement, ou pas tant que ça, là, finalement, la dynamique qui lie les auteurs et les éditeurs. Donc, c'est à voir. Nous, c'est sûr qu'on se penche sur ce chantier-là depuis longtemps. On a participé aux consultations et puis on souhaite finalement que le milieu du livre continue d'être solidaire malgré cette nouvelle loi-là, puis qu'on continue de travailler ensemble et que l'association puisse continuer d'être unie et de rassembler finalement au sein d'une même association des éditeurs de tout acabit, que ce soit des petites maisons d'édition comme des grandes maisons d'édition qui appartiennent à des groupes, des éditeurs littéraires comme des éditeurs de livres pratiques, des éditeurs scolaires, donc de tout genre, puis qu'ensemble, on puisse quand même continuer de partager des réflexions sur des pratiques, sur des enjeux, puis qu'on puisse continuer de répondre aux besoins de chacun. Donc, on est un peu devant un nouveau changement, puis seul l'avenir nous dira finalement qu'est-ce que ça aura amené comme modification dans notre secteur. Donc, on suivra au cours des prochains mois les développements de l'adoption de cette nouvelle loi. On sent vraiment très bien le désir
d'unifier, d'assurer la solidarité dans le milieu. Donc, on vous remercie pour cette discussion absolument stimulante qui a permis d'éclairer certains enjeux du monde du livre à l'université comme en dehors. Avant de se quitter, on aime bien inviter les visiteuses et visiteurs à signer le livre d'or du GRELC en nous livrant une phrase ou une citation qui, pour vous, résume finalement votre conception du monde du livre au Québec. Donc, les mots de la fin sont les vôtres. Le secteur du livre au Québec se démarque par son dynamisme, son audace puis sa diversité. On ne peut que souhaiter qu'il rayonne longtemps ici comme à l'international. Merci beaucoup. Merci. Cette série de balados est réalisée en collaboration avec l'École de musique de l'Université de Sherbrooke. La captation a été réalisée par Ismaël Chagnon et l'indicatif musical a été composé par Valérie Lambert-Fréchette.